On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle est travailleur autonome et depuis 2 ans maintenant, elle offre ses services d'adjointe, mais virtuelle, donc à la maison, pour des notaires, pas un, des notaires. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, politique municipale. Il est devenu un doyen, un vétéran de la politique municipale, un 4e mandat pour Marco Savard, qui a peut-être eu la sagesse de se présenter comme indépendant. Ça lui a donné plus d'options. Il détient presque la balance du pouvoir actuellement à l'Hôtel de Ville depuis 2 mois. Il a un nouveau rôle. Il est à l'exécutif et au Conseil économique. Et on le reçoit maintenant. Son rôle a quelque peu changé depuis l'élection du nouveau conseil municipal. Il est maintenant considéré comme un vétéran du conseil. Conseiller Marco Savard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Est-ce que ça fait drôle de se faire traiter de vétéran? Oui, c'est la première fois que je l'entends. Ça me fait du saltine dans les oreilles un petit peu, mais je vais faire avec. Il y a quand même quelques mandats derrière la cravate. Oui, 12e année, 3e mandat. Je suis quand même en 4e mandat. 4e mandat, donc 12 ans comme conseiller. Et puis là, cette fois, en fait, la question, vous connaissez probablement la réponse, mais vous ne devez pas être fâché d'avoir fait le choix de vous présenter comme indépendant. Je pense que les citoyens m'ont respecté dans ma décision, puis je l'ai vu avec les résultats de la campagne. Je pense que, puis en ensemble, par rapport au conseil actuel, je pense que j'ai vraiment pris la bonne décision. Puis je pense aussi pour l'ensemble de la population du secteur, c'est avantageux aussi d'avoir des candidats indépendants ou des conseillers indépendants. Ça vous donne une marge de manœuvre qui est, disons, différente d'auparavant. Je comprends qu'avant l'élection, c'était peut-être difficile de savoir, bon, est-ce que M. Fecteau va être élu, pas élu, est-ce que ça va être M. Laplante, M. Bachand? Bon, vous avez fait le choix de vous présenter comme indépendant, mais là, le résultat aujourd'hui, comme on dit, vous avez un peu le beau jeu là, dans la composition du nouveau conseil. Bien, c'était ça aussi la décision que j'ai prise quand j'ai décidé de m'en aller comme candidat indépendant. Pour la raison suivante, c'est que je ne voulais pas nécessairement m'attacher à une ligne de parti parce que c'était trop variable, le conseil de ville. On était encore dans une situation de conseil de ville en transition avec 6 candidats de l'équipe Fecteau. Des candidats indépendants dont j'étais faisaient partie au dernier mandat, plus les nouveaux, évidemment, de l'équipe de Laplante. Ça a fait une décision que, comme je me dis, pour le bien-être des citoyens, pour ce qui est à faire pour les prochaines années de la Ville, au moins, je n'ai pas de ligne de parti. Je ne suis pas attaché non plus à être obligé de prendre des décisions qui ne sont pas à mon appel à moi. Là. Comment s'est déroulé les premiers jours, voire les premières semaines du conseil? Parce que là, Alain Laplante arrive à la mairie avec 3 élus de sa formation. Il y a 3 indépendants. Il y en a 6 de l'équipe Fecteau. Et on l'a vu dans quelques occasions, vous l'avez appuyé sur certaines résolutions. Il a dû trancher, mais la résolution a passé. Dans d'autres cas, non. Comment s'est amené cette espèce de jeu de négociation où il vous a nommé à l'exécutif, au Conseil économique? Je sais que pour vous, c'était fort important. C'est quoi, dans le fond, l'entente? C'est que vous l'appuyez sur certains points, pas sur d'autres? Il n'y a pas nécessairement d'entente. La situation actuelle, c'est qu'on sait qu'on a un nouveau changement au Conseil de ville avec une nouvelle ère et une nouvelle façon de faire qui est peut-être un peu plus rajeunie. Je vais prendre l'interprétation ici. Qu'il y a une nouvelle façon de compréhension d'agir, puis comment s'y prendre avec les citoyens, puis comment s'y prendre avec les conseillers. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas rien qui nous attache un à l'autre. La seule différence, c'est que c'est sûr qu'il m'a donné des avantages par rapport au poste que je désirais avoir. Avec des discussions, la situation, on s'est positionné. Mais je reste encore comme candidat indépendant. Je n'ai pas d'attachement en tant que tel avec l'équipe de M. Laplante. Cependant, j'aime l'occasion de le laisser aller. C'est comme n'importe qui dans la vie, il faut laisser la chance aux coureurs. Présentement, je trouve que c'est une équipe, pas une équipe, c'est un maire qui est quand même assez attentif, qui prend soin de voir les besoins, puis qui va être en mesure de livrer de la marchandise, bien là, c'est à souhaiter là, pour les prochains 4 ans. Bon. Vous l'avez appuyé, entre autres, sur la nomination des comités, ce qui place un peu, évidemment, le système au début du mandat. Vous l'avez appuyé également sur le budget. Effectivement. Un budget qui comportait, oui, là, une augmentation d'1 cent du 100 $ d'évaluation, donc 1 le fameux million de dollars, ce qui a provoqué une augmentation de taxe à 2,1 alors qu'elle aurait pu être moindre. Elle aurait pu être plus élevée aussi, parce que si par rapport au manque à gagner sur les infrastructures, il faut récupérer 9 millions d'investissement. Qu'est-ce qui fait que vous avez appuyé ce budget-là qui comportait cette hausse? Il faut aller de l'avant, je pense. Qu'on regarde l'état des routes, puis on le voit même en s'en venant ici, on voit l'état des routes est vraiment en piètre état sur certains secteurs. Il faut investir. Puis je ne crois pas que c'est avantageux de retarder toujours nos investissements dans Saint-Jean. C'est le contraire. Malheureusement, c'est sûr que c'est nous, les contribuables, qui payons. Mais au bout de la ligne, à long terme, je pense qu'on va gagner sur le résultat. Bon. Comment vous trouvez la nouvelle dynamique au Conseil? Parce que là, il faut comprendre aussi, bon, M. Laplante avait déjà été conseiller dans l'équipe d'Olbec.
Ça avait mal fini, disons. Effectivement. Ensuite, s'en est suivi, disons, une candidature à la mairie. Après ça, 4 ans un peu d'opposition dans le public avec un M. Fecteau qui, parfois, un peu aimait peut-être pas toujours les interventions de M. Laplante. Donc, ça a laissé un peu des traces, des séquelles. Une image. Une image. Et là, comment ça se vit à l'intérieur actuellement? Est-ce qu'on ressent encore auprès de certains membres de l'équipe Fecteau des vieilles rancunes du temps qui sont jamais trop loin, là? De ma part, je vous dirais, c'est que j'ai laissé ça de côté. Suite aux discussions avec M. Laplante, c'est un nouveau Alain Laplante. Il doit faire ses preuves, il doit présenter et refaire son image, comme je mentionnais tantôt. Comment il va s'adapter avec le temps, ça lui appartient à lui. S'il va de la bonne façon, comme je pense qu'il commence actuellement, je crois qu'il y a une longévité dans cette situation-là. Mais là, il faut voir évidemment le contexte. Ouais. Mais pour ce qui s'est passé auparavant, moi, j'ai eu la chance de travailler 4 ans auparavant avec, puis il siégeait d'ailleurs sur le comité des loisirs avec moi. Il y avait une façon de faire différente un peu. Il y avait un apprentissage à faire parce que j'avais déjà un mandat de commencer. Vous pensez qu'il a changé? Je souhaite. Je souhaite, mais je ne peux pas confirmer sa position actuellement. Là. Mais pour l'instant, c'est convenable comme travail. Je crois que pour les prochains 6 mois, on va pouvoir en discuter si vous le désirez. Là. Comment vous appréciez votre nouveau rôle à l'exécutif? Parce que ça, c'est un rôle quand même, pour faire ça court, bon, à peu près quoi? Toutes les dépenses en bas de 100 000 passent à l'exécutif. Les embauches également, peut-être pas les postes cadres là, comme chef de police et tout ça, mais évidemment, les embauches, ressources humaines, ça passe à l'exécutif aussi. Comment vous aimez ce nouveau rôle-là à l'exécutif? C'est pas plus différent de mon premier mandat en 2005 jusqu'en 2009 parce qu'il n'y avait pas d'exécutif à ce moment, à l'époque. Ouais. Fait qu'on avait on tranchait ces décisions-là directement au conseil. La seule différence, c'est qu'on se retrouve moins conseillers qui prennent les décisions. Bien, il faut comprendre l'exécutif. Actuellement, c'est un peu de la poutine qu'on appelle. Là. Oui. C'est des dossiers qui reviennent de gauche à droite, qui donnent la chance d'être plus avancé sur les projets qui s'en viennent. Ça allège un peu les travaux du conseil. Énormément, contrairement c'est le point positif du dossier, mais comme je vous le disais tantôt, il n'y a pas grand changement en tant que tel. De toute façon, tout est quand même rediffusé par rapport au conseil de ville, au comité plénier. Fait que les conseillers actuels le savent ce qui se passe de toute façon. De toute façon. Bon. Un dossier, ça, c'est ce qu'on m'avait dit un peu au moment de votre nomination. On m'a dit, ça faisait longtemps que Marco Savard voulait siéger au Conseil économique. Et finalement, bon, ça s'est fait. Vous êtes nommé, vous siégez au Conseil économique. Pourquoi c'était important pour vous? Bien, j'ai toujours aimé le contexte des gens d'affaires. Je suis un homme d'affaires aussi dans la région. Puis j'ai toujours aimé contribuer, parler avec des gens, puis écouter leurs besoins. J'ai déjà siégé sur le CLD pendant 8 ans dans le temps de l'équipe de l'EPEC, qui n'était pas le Conseil économique. Mais je n'ai pas siégé avec la nouvelle mouture du nouveau conseil, nouvelle façon de faire. Là. Mais mes intérêts étaient toujours basés là-dessus. J'aime les gens, je connais beaucoup de gens d'affaires dans la région. J'ai la chance d'avoir un dialogue semblable à leur. Ça aide un peu aussi pour la compréhension là, de leurs besoins et leurs demandes. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'assurance vers le Conseil économique. Bon, vous poursuivez également au sein du comité de circulation. Effectivement. Et on le sait, les enjeux sont importants. Il y a eu, durant cette campagne électorale, où on parlait du fameux 40 km/h. Imposition de dos d'âne allongée. Ça a commencé, entre autres, pas très loin de l'école Saint-Lucien. Oui. Et ailleurs aussi, sur la rue McMillan, non loin de l'hôpital. En même temps, il y a toujours les fameux panneaux d'arrêt. Est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez? On a vu juste avant les élections celui sur la rue Douglas en face de Saint-Jean-de-Dé. Effectivement. Vous en pensez quoi de ces enjeux-là? Est-ce qu'on doit aller vers le 40 km/h? Est-ce qu'on doit aller vers des dos d'âne allongés? Est-ce qu'on doit ajouter des panneaux d'arrêt ou en retirer? Moi, je pense que ça prend avant tout de la sensibilisation de la part des automobilistes. La première raison que pour apporter une intervention, il faut qu'elle soit analysée pour ne pas recréer une autre problématique à un autre endroit. Il faut prendre tout l'ensemble du secteur. Si on parle évidemment du 40 km, est-ce que ça va être bon d'attribuer dans l'ensemble de la ville ou par secteur privé, dans des zones collectrices? Il faut toujours parler des routes locales. Hein? On ne parle pas des routes du ministère du Transport. Mais je pense qu'on doit avant tout avoir une petite étude puis voir du comparable avec d'autres municipalités. Parce que Gatineau, Sainte-Julie l'ont fait, Saint-Jérôme l'ont fait, puis une partie de Montréal l'ont fait. Est-ce que là, ça a vraiment les rapports escomptés? Ça, évidemment, c'est des études qui vont nous le démontrer. Mais effectivement, oui, on doit se rendre là à porter une action. Laquelle, quelle ampleur, ça va falloir le déterminer aux prochaines rencontres du comité de circulation. Bon. Et puis, dans votre district, dans le Vieux-Saint-Luc, le district numéro 8, l'enjeu des enjeux dans ce mandat, ça serait l'avenir des golfs, le golf de la mairie, le golf des légendes.
on est rendu à quelle étape? Il va se passer quoi là, prochainement? Là, je vous dirais qu'actuellement, on est vraiment en début d'année. On doit définitivement rencontrer les citoyens avec une consultation publique, voir vraiment c'est quoi la décision des citoyens dans le développement des golfs. Est-ce que les gens du secteur, évidemment, sont pour ou contre? Puis de quelle façon, s'ils sont pour, qu'ils sont intéressés à un projet. Moi, dans ce mandat-là, mon gros rôle, évidemment, ça va être de mettre le couvercle sur la marmite sur ce qui est des enjeux des golfs. Parce qu'il y a des gens qui ont des attentes, les promoteurs ont des attentes, les propriétaires des golfs ont des attentes, les citoyens veulent savoir ce qui se passe, surtout dont d'ailleurs ceux les citoyens qui sont du pourtour du golf, évidemment, qui ont le golf en arrière de leur cours. Eux autres, ils veulent savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne reviendra pas dans 4 ans avec un autre mandat en disant encore est-ce qu'il va y avoir un golf, un développement où on ferme le golf. Je pense que ce mandat-là doit être déterminant. Mais pour quand vous avez fait votre porte-à-porte cet automne avant les élections, les gens, ils vous disent quoi? Moi, disons que je sais qu'en arrière de chez nous, prenons le golf de la mairie, là. Oui. Je sais qu'il n'y aura probablement plus jamais de golf là. Possiblement, Bon, c'est sûr. possiblement que ça arrivera. Bon. Le marché n'est pas là. Le marché n'est pas là. Une fois qu'on a dit ça, on dit OK, mais il va y avoir quoi en arrière de chez nous? Ça va rester comme ça? Il va y avoir d'autres choses? C'est un peu l'enjeu. C'est de déterminer, évidemment, ce qui va se passer avec ces gars-là. Si les gens, en majorité, n'en veulent pas, à ce moment-là, il va se passer un espace vert. Est-ce que la Ville va compenser? Est-ce qu'on va devenir acquéreur de ces espaces verts-là? Il y a toutes ces analyses. Ça semblait le souhait du nouveau maire qui, durant la campagne, avait exprimé clairement son souhait avec son candidat également dans votre district. Il disait, nous, notre position, c'est ces espaces-là doivent devenir des espaces verts. Je suis d'accord avec ça, mais à quel coût? Il faut comprendre une situation, c'est qu'on ne peut pas devenir propriétaire des terrains qui ne nous appartiennent pas gratuitement. Donc, il va falloir investir, il va falloir possiblement compenser avec des échanges de terrains, si c'est la volonté de tout l'ensemble du conseil de ville. Il faut s'entendre. Est-ce que certains... C'est drôlement ce que durant mon porte-à-porte, que j'ai rencontré des gens, moi, qui sont propriétaires du pourtour, propriétaires dans le pourtour du golf. Puis eux autres, ça ne les dérangeait pas. La seule condition que je leur demandais, je ne veux pas avoir de piste cyclable en arrière de chez moi, puis je ne veux pas avoir de la friche, puis d'avoir de la mauvaise herbe. Je veux quelque chose qui est entretenu. Okay. C'était leur première exigence. D'autres me disaient, bien moi, si les résidences sont plus loin, à ce moment-là, j'aurais rien contre. D'autres, carrément, me disaient, il n'est pas question qu'on développe en arrière. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Fait que je pense pour ça que la consultation va être vraiment très importante pour déterminer la volonté des enjeux des développements des golfs. Okay. Mais ultimement, c'est les citoyens qui ont un peu le dernier mot, parce que les changements de zonage font en sorte que les gens seront appelés à contester si parfois il y a une demande de changement. Ouais. Bien, c'est sûr qu'on s'est engagé, puis c'est un peu la discussion que j'ai eue avec M. Laplante, c'est qu'on va maintenir, évidemment, le respect des citoyens dans un champ. S'il y a lieu de changement de zonage, on va devoir passer par une consultation. Parce qu'on a une nouvelle réglementation de la loi 122 qui pourrait nous permettre, si on veut, de profiter du développement résidentiel sans passer par les zones contiguës. Mais c'est pas la volonté d'Alain Laplante, ça? Non, la mienne. En partant dans les miennes, parce que je pense que ces citoyens-là, on doit les respecter, puis c'est eux qui ont la décision. Donc, il peut y avoir un projet, encore faut-il qu'il y ait un projet. Puis deuxièmement, il faut qu'il soit approuvé par le Conseil avec une demande de changement de zonage pour qu'ensuite s'enclenche le processus de consultation et ultimement de décision. C'est un projet résidentiel aujourd'hui peut être fait de plusieurs façons. On a des exemples dans d'autres villes, dans d'autres municipalités qui n'apportent pas nécessairement de mauvais impact ni pour l'économie. Oui, pour l'économie. Ça dépend de ce qui est présenté. Mais ça dépend de ce qui est présenté, effectivement. Marco, ça va. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon mandat. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit une adjointe virtuelle pour les notaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sam. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta,
jeudi 19h. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Pour janvier 2018, on vous la présente, c'est notre invitée, Mireille Pelletier. Bonsoir et bienvenue. Merci. Une adjointe virtuelle pour les notaires. Je trouvais ça tellement intéressant parce qu'on est beaucoup dans ce concept-là aujourd'hui, de soit les partages d'espace ou partage de ressources également. Puis on peut comprendre dans certains cas que certains bureaux, surtout peut-être les nouveaux notaires qui démarrent, peut-être pas toujours le moyen d'avoir une adjointe à temps plein et tout ça et tout ça. Et donc, je trouvais votre parcours intéressant parce que vous avez frayé un peu dans le monde juridique, autant les avocats, les notaires et tout ça. Mais à quel moment s'est pointée cette idée-là de devenir une adjointe virtuelle pour les notaires? En fait, ça fait 28 ans que je travaille pour des notaires. Mon expérience en secrétariat, tout est très longue. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé à travailler pour les notaires, tout était papier. Oui. Tu recevais tout en papier. Et depuis les 5 dernières années, on reçoit beaucoup de documents en PDF qu'on met dans l'ordinateur. Tout c'est numérisé, on met ça sur le serveur et tout ça. Automatiquement. Et suite à un accident d'auto que j'ai eu en 2007, je suis beaucoup moins intéressée à voyager l'hiver. J'ai de plus en plus peur à voyager. Ouais. Et j'ai voulu me rapprocher de chez moi. Les réponses que j'avais des notaires étaient souvent des nouveaux notaires. On ne peut pas vous engager, on n'a pas le volume pour vous engager à l'année. Ouais. Et on n'a pas l'argent non plus parce que le salaire que je demandais fait que les jeunes notaires ne pouvaient pas me payer. Alors, c'est là que je me suis mis à penser, dans le fond virtuel maintenant, moi, je peux le faire. Parce que je suis capable quand même de faire les dossiers de A à Z, parce que ça fait assez longtemps que j'en fais, pour ne pas avoir besoin de la supervision du notaire, que je sais ce que j'ai à faire. Vous êtes suffisamment autonome pour faire l'exercice de A à Z sans que le notaire soit là dans le bureau pour valider les trucs, là. C'est ça. Je sais ce que je prends un dossier immobilier, je sais très bien toutes les étapes à faire de A à Z. Je n'ai pas besoin que le notaire me dise ce qu'il veut. Alors, c'est pour ça qu'en étant quand même très autonome et tout ça, que je suis capable de le faire. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire le... Donc, vous le faites de chez vous? Oui. Donc, vous avez votre bureau à la maison. Oui. Puis, dans le fond, il y a des notaires qui font affaire avec vous. Évidemment, vous devez vous parler, j'imagine, un peu au téléphone ou sinon par courriel. Puis là, vous vous transférez des documents qui sont de toute façon numérisés. Ou vous faites affaire dans des logiciels, j'imagine, ou des intranets. C'est... bien, chaque notaire, il y a des programmes de gestion que les notaires, il y en a 3. Et faut qu'ils me donnent accès à leur logiciel. Moi, à ce moment-là, je rentre dans leur logiciel et je fais les documents selon leur modèle à eux autres, selon leur façon de faire. Parce que ça diffère d'un notaire à l'autre? Oui. Pourquoi? Ils ne sont pas tous à la même école? Ils sont tous à la même école. Ils ont tous les mêmes documents à mettre, mais souvent, ils vont mettre leur petite touche à chaque document. Okay. Alors, en prenant leurs documents à eux, bien, c'est vraiment personnalisé à eux, pareil comme si j'étais à leur bureau, dans le fond, que je fais. Alors, c'est ce qui me permet de pouvoir les aider. Question curieuse un peu, mais c'est quoi la différence entre deux notaires? Qu'est-ce qui peut différer d'un notaire à l'autre? Souvent, ils n'écriront pas, exemple, votre nom et prénom. Il y en a qui vont l'écrire tout en majuscule. L'autre, il va l'écrire en minuscule, en majuscule. L'autre le met en gras, l'autre ne le met pas en gras. OK. Ça peut On est dans ce détail-là. Ça peut être des détails comme ça. Ça peut être la façon que l'État civil est écrit. Il y en a certains qui vont l'écrire d'une façon, l'autre non. Moi, j'aime mieux ça comme ça. Il y en a qui aiment mieux les chiffres et lettres pour des dates. L'autre, il veut juste des chiffres. OK, on est là-dedans. Là. OK, je comprends. Mais c'est ça, je voulais comprendre, mais là, je comprends. Mais même en bureau, c'était comme ça. Là. Aussi? C'est la même chose, là. Parce que dans le fond, je travaille pareil comme si j'étais à leur bureau. Alors, c'est vraiment les mêmes détails que quand je travaillais en bureau. Bon. Puis, de ce que j'ai compris également, vous êtes allé, je n'aime pas le terme recycler, mais vous êtes allé vous parfaire au niveau des logiciels, c'est-à-dire pour vous mettre à jour. Oui.
Parce que moi, le dernier logiciel que je travaillais, ça faisait 17 ans que j'étais dessus. Les autres, j'avais travaillé dessus, mais ils n'étaient même pas sur le web dans le temps. Fait que c'est sûr que pour pouvoir travailler avec les notaires présentement, qui sont sur le web, bien, il fallait que je me remette à jour là-dedans. Fait que là, j'ai repris des cours avec ces logiciels-là pour pouvoir me remettre à jour et pouvoir savoir comment je fais pour entrer dans leur logiciel et de travailler avec eux. Bon, mais un jeune notaire là, qui sort de l'école, est-ce que lui a des façons de faire un peu différentes qu'un notaire qui est établi depuis 25-30 ans? Est-ce qu'il est plus à jour dans la façon de faire ou si finalement être notaire aujourd'hui ou être notaire il y a 50 ans, c'est la même affaire? C'est la même chose. C'est souvent plus les termes qui prennent, là, Qui peuvent changer. qui va être différent. La plus grosse différence, souvent, c'est dans les testaments mandats. Les notaires ont plus leur modèle à eux comme tel. Parce que les ventes, c'est des choses standards qu'on n'a pas le choix bien souvent. Et là, ça fait combien d'années que vous agissez comme adjointe virtuelle pour des notaires? 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Je commence ma 3e année. Et finalement, est-ce qu'il y a suffisamment de notaires qui ont ce genre de besoin d'avoir une adjointe, peut-être pas à temps plein, mais d'avoir une adjointe sur qui ils peuvent compter à distance, puis qui sont à l'aise aussi dans ce système-là, là, de travailler avec quelqu'un qui n'est pas physiquement dans leur bureau? Bien, c'est dur à les convaincre, là, c'est sûr, parce que c'est très nouveau, c'est comme tel. Souvent, les filles vont travailler de chez elles, mais vont travailler dans le logiciel de leur patron. Ouais. Alors, moi, c'est sûr que je le fais pour tout, mais le fait que je leur confirme que je leur donne une entente de confidentialité, Évidemment. parce que c'est sûr que ça la base, joue beaucoup. Mais j'en ai qui me demandent juste des chaînes de titres. C'est le fait qu'ils n'ont pas à me payer tout le temps, fait qu'ils m'en donnent quand ils en ont besoin dans leur volume, roche, c'est ça, selon. ou dans des dossiers spéciaux, genre OK. prêt agricole. C'est pas tout le monde qui fait du prêt agricole. Alors, j'ai l'avantage de pouvoir le faire aussi. Et là, jusqu'ici, parmi les notaires qui font affaire avec vous, est-ce qu'ils sont un peu dans la région ou comme vous êtes un peu virtuel, ça peut être des notaires un peu partout? J'en ai un à Gatineau. OK, mais c'est ça. Mais c'est ça, Oui. c'est ça la mode aussi du télétravail. C'est-à-dire, vous êtes ici, mais en même temps, votre client est à Gatineau. Mais dans Oui. les faits, ça ne change rien. Non, bien, c'est ça. Moi, je les rencontre un peu partout. J'en ai eu à Laval, j'en ai eu à Marieville. OK. Ça peut être un peu partout. Là, j'en ai plusieurs. qui ont Et été savez-vous différents. s'il existe d'autres adjointes virtuelles comme vous au Québec là, qui font ça à distance pour les notaires? Pas présentement. OK. Ça existe peut-être, Comme je mais vous bon, on dis, le ils sait le pas. font, mais pour leur patron. Oui, c'est ça. Mais pas vous avec différents Non. notaires. Là. Non. Vous êtes peut-être l'une des premières au Québec Ouais. à faire ça. Là. Bien, d'après ce que la Chambre me dit, oui. En Après, plus? les OK. gens de la Chambre que j'ai rencontrés, ils me disaient que j'étais la seule qui offrait le service, les programmes de gestion aussi. Ouais. OK. C'est ce qu'ils m'ont dit. Fait que vous êtes vraiment à l'air du temps, vous, là. Fait que c'est pour ça que c'est dur à percer, mais... Ah, mais je trouve ça intéressant, va de même plus tu sais, en qu'on plus, qu'on aller explique ça aux chercher. gens. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve qu'on est vraiment dans l'air du temps. Puis je trouve que vous avez trouvé une bonne brèche là, pour vous installer là-dedans, puis savoir que vous êtes d'ici, puis qu'on puisse le communiquer aux gens. Puis en même temps, je regarde un peu votre parcours, parce que, bon, vous avez eu quand même une enfance pas toujours facile nécessairement, un parcours assez tough. Même au début, vous vouliez faire un peu ce qu'on appelle la sténo là, dans les palais de justice. Là. Oui, la Vous vouliez- sténotypie. C'est ça, c'était ça que vous vouliez faire dans la vie, mais Oui. finalement, ça n'a pas fini comme ça. Non. J'ai pas pu faire les études parce que j'étais seule avec ma mère, qui était veuve, alors elle ne pouvait pas me payer le cours pour être sténotypiste. Fait que j'avais juste pris le cours de dactylodictaphone dans le temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Des sténotypistes, bien, il n'y en a plus, là, mais... Oui, c'est ça, on est ailleurs aujourd'hui. Hein. Mais c'était ma première option, était ça. Alors, comme je n'ai pas pu le faire, bien, j'ai fait d'autres choses. Puis j'ai Là, vous avez appris à travaillé dans compter. différentes compagnies, même Ouais. un petit peu des avocats, avant Ouais. de tomber plus dans le monde des notaires. Oui, bien, quand j'ai travaillé pour les avocats, j'étais secrétaire comptable. Ouais. C'était vraiment la comptabilité en fidéicommis, la comptabilité générale que je faisais. Et là, bien, en fin de compte, j'ai pris mon cours de secrétaire juridique par correspondance. Et à ce moment-là, je croyais vraiment que c'était la même chose, travailler pour un avocat, pas un notaire. C'était pas pareil. Non, pas du tout. C'est très, très différent. Là, il y a un C'est notaire très qui vous différent. a pris un peu sous son aile, puis vous avez pu Bien, faire ça- vos connaissances dans ce domaine-là. Oui, bien, en fait, une secrétaire de notaire, il n'y a pas de cours pour ça. OK. Parce que, bien, je pense qu'ils donnent maintenant 2-3 heures dans les cours, là.
Mais normalement, ils n'en donnent pas. Fait que pour former une fille qui travaille dans un bureau de notaire, c'est de 6 mois à 1 an. Fait qu'il faut vraiment qu'une étude soit prête à vous entraîner pour le faire. Cet avocat-là, le notaire qui m'a engagé, avait son beau-frère, avocat, travaillait dans le bureau où j'étais secrétaire comptable. Et c'est lui qui lui a dit que je voulais remettre son bureau à jour, autant en comptabilité qu'en secrétariat, de m'engager. Et j'ai appris le notariat. Lui m'a offert de prendre le notariat et moi, je mettais le bureau là. J'ai appris le notariat comme ça. Bon. C'est sûr qu'il y a différents endroits aussi. Là. Puis là, donc, votre accident d'auto de 2007 a changé un peu votre façon de voir le monde. Puis là, bon, depuis 2 ans, vous travaillez de la maison. Et c'est comment travailler de la maison? Bien, c'est beaucoup d'organisation parce que, de un, il faut que je prenne note de chaque notaire de la façon qu'il travaille. Parce qu'il faut vraiment que je tienne compte de ça. Je tiens beaucoup compte des dates. Mais ça, des dates, je le faisais dans le bureau, j'organisais les dossiers, fait que je fais la même chose. Mais vous sauvez quand même dans les déplacements. Vous ne voulez pas quand vous êtes à la maison. Oui, parce que c'est sûr que le fait que je ne vais plus à l'extérieur pour travailler, j'ai pas de retard, j'ai pas de... C'est ça. Mais ça arrive des fois que je vais plus en faire le soir ou les fins de semaine parce que je suis capable de le faire. Ça dépend toujours des notaires et des dossiers. Fait que je fais les dossiers en conséquence. Merci beaucoup. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, la conclusion de l'émission. La coopérative d'artistes Artaud fait affaire parfois avec le Collège militaire pour utiliser la salle du Grand Fort. Eh bien, il y a eu une exposition, l'exposition Origine, avec l'artiste Marie-Noël Lebouillet. Donc, c'est à voir dans les prochaines semaines. On vous rappelle qu'à chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Il y a 4 000 $ en prix, 30 détaillants sur le territoire pour acheter vos livrets. Et les livrets, bien, pour avoir la liste des détaillants, allez sur notre site Internet www.tvhr9.com. À demain. Bye-bye.